L'audience du 20 juin est maintenant ouverte. Matin. Bonjour. Monsieur le commissaire. Bonjour, Mme la greffière. Donc, identification des parties pour les besoins de l'enregistrement, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le commissaire. Bonjour tout le monde. Mélanie Tremblay pour la commission. Éric Gagné, enquêteur à la commission. Bonjour, Monsieur le commissaire. Bonjour tout le monde. Audrey Gagnon de chez Langlois pour la Société. Sébastien Laprise, Langlois pour la Société également. Bonjour, Monsieur le commissaire. Isabelle Leblanc pour la Société. Bonjour, Monsieur le commissaire. Jérôme Leclerc pour la Société. Bonjour, Monsieur le commissaire. Tamara Jean-Joseph pour le syndicat de la fonction publique et le syndicat des professionnels du gouvernement. Bonjour, Monsieur le commissaire. Patricia Blair pour le procureur général du Québec. Bonjour, Monsieur le commissaire. Pierre-Luc Beauchesne pour le procureur général du Québec. Bonjour. Bonjour, Monsieur le commissaire. Marc-Alexandre Prudhomme pour le témoin. Tudon. On va s'en remonter. Monsieur Marcelet. Bonjour. Bonjour. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Vos noms et occupations? Denis Marcelet, président de l'Office de la protection du consommateur. Merci. Votre témoin. Merci. Bonjour, Monsieur Marcelet. Bonjour, Maître Tremblay. Nous allons aborder maintenant la période, les derniers mois là, de votre mandat au sein de la Société. J'aimerais qu'on débute tout d'abord avec le dépôt d'une pièce qui m'a été transmise par Maître Gagnon hier, ne serait-ce que pour compléter là, la documentation. Alors, j'aimerais qu'on dépose sous la cote 45 P337. C'est le document de reddition de compte fait par Mme Lépinay et qui était présenté dans le contexte du comité de direction du 25 octobre 2022. Alors, c'est le document qui est présenté à l'écran. Alors, on peut peut-être juste le descendre là, pour voir de quoi il en retourne, mais c'était le document qui était présenté. Est-ce que ça vous dit quelque chose, M. Marcelet? De 682 millions, oui. Alors, merci. On peut procéder à son dépôt. Donc, M. Marcelet, j'en suis maintenant rendu au 27 janvier 2023. Alors, il y a une rencontre du comité de direction. Alors, on peut retrouver le document. C'est à votre onglet 2, pièce 45 P303, page 191. C'est bon? Alors, on constate que c'est un procès verbal de cette séance. Et dans les invités, on voit qu'on y retrouve 3 personnes de l'Alliance, comme on l'a vu là, précédemment. Donc, je comprends que c'est M. Malenfant qui a pris l'initiative de les inviter. Oui, comme toujours. Donc, on comprend. J'aimerais maintenant qu'on prenne la page 192 du document, donc la page suivante. Alors, le 3.1, comme on a l'habitude de le voir, là, c'est CASA. Alors, j'aimerais qu'on ait au 2e paragraphe. Donc, d'entrée de jeu, M. Malenfant précise que tous les éléments nécessaires au déclenchement du déploiement de la livraison 2 sont en place. Ainsi, la période de transition aura lieu du 27 janvier au 15 février inclusivement. C'est ce dont on a parlé hier, hein, M. Marcelet? Effectivement. Donc, Est-ce que tout le monde m'entend bien, je m'excuse? Oui, très bien. Oui, très bien. Très bien. Parce que ma voix est un peu... je perds la voix. Alors, je vais essayer de la maintenir. Je demande d'excuses d'avance. Vous avez de l'eau, c'est correct. Tout est là. J'ai des pastilles éventuellement qui est offerte par la greffière. Donc, dès le 16 février, des validations finales de la solution déployée seront exécutées par les employés et partenaires. Les services patrimoniaux demeureront disponibles. C'est également ce dont vous nous avez parlé. En lecture pendant la période de transition. M. Malenfant mentionne aussi qu'une stratégie de mitigation est en place afin de pouvoir terminer certaines activités, telles que la correction d'anomalies d'ici le 17 février. Il passe ensuite la parole à Mme Foldesbus pour la présentation des indicateurs de la porte 5. Et quand on arrive à la page suivante, au 2e paragraphe, on indique tour à tour les directrices générales font état des indicateurs reliés à leur vice-présidence. Bien que certaines activités demeurent à réaliser pendant le grand déménagement, les indicateurs sont tous au vert.
Il est également partagé que le niveau de confiance des équipes a continué d'augmenter, notamment en raison du déroulement de l'activité intitulée Une journée dans la vie de la SAC, qui a permis aux employés de VPASSR de tester la solution bout en bout. Ce contrôle clé a également permis de confirmer que la solution fonctionne, que les utilisateurs sont prêts. On va arriver maintenant à la page suivante, page 194. Alors, le troisième paragraphe de la page. M. Dumas se dit emballé et confiant tout en rappelant que tout ne sera pas parfait. M. Dumas étant un membre de l'Alliance. D'ailleurs, la période de stabilisation est prévue pour ajuster et corriger des anomalies qui seront détectées. Il souligne le travail colossal effectué par les équipes au cours des 5 dernières années. Les commentaires partagés ensuite par M. Dubovet vont dans le même sens que ceux de M. Dumas. Et maintenant, on arrive aux commentaires d'EY, qui est aussi présent à la rencontre, j'en comprends? Oui. Oui, je dis oui, attendez, je vais regarder les invités. Oui, Mme Hérault et M. Gignac. Parfait. Alors, dans les commentaires d'EY, j'aimerais qu'on aille au deuxième paragraphe, troisième ligne au milieu. Il souligne toutefois qu'au niveau, et ça c'est les commentaires d'EY, il souligne toutefois qu'au niveau de la solution, beaucoup d'éléments nécessitent encore du travail. Il rappelle l'importance de suivre rigoureusement les processus de niveau 3 requis pour le déploiement. Il nomme ensuite que le plus grand risque résiduel semble concerner les 5 portails. Ainsi, il rappelle l'importance de s'assurer que ces derniers soient tous fonctionnels, compte tenu qu'il s'agit des portes d'entrée pour l'écosystème de la société. Finalement, il partage une mise en garde quant à l'effet que pourrait avoir une affluence de la clientèle sur la performance de la solution. Alors, en lien avec ce qu'on vient de voir ensemble, est-ce que vous êtes inquiet à ce moment-là parce que le déploiement est imminent, là, il s'en vient? Alors vous, votre niveau de confiance, c'est quoi? C'est difficile de me demander mon niveau de confiance aujourd'hui avec ce que je sais. Je répète la situation. C'est un peu même... ça me fait quand même un peu drôle de lire ces résolutions-là ou ces commentaires-là aujourd'hui. Mais à cette époque-là, oui, on avait encore confiance. Tous les éléments étaient autour de la table. EY, qui était l'auditeur, l'Alliance et l'équipe de TI. Ce n'était pas seulement l'équipe de TI, M. le commissaire, qui disait qu'il était prêt, mais c'était l'auditeur et c'était l'Alliance. Je ne pouvais pas douter du fait qu'on n'était pas prêt. Je savais par contre qu'il y avait certains tests finaux qui n'étaient pas terminés et je répondrai à vos questions à ce moment-là. Mais est-ce qu'à ce moment-là, EY est quand même prudent dans ses commentaires? Oui. Mais vous, est-ce que les gens des TI vous rassurent que ça sera fait à temps? Oui. Sinon, on n'aurait pas déployé. Maintenant, je vous amène à la page suivante, qui est confirmation du déploiement, résultat de la porte 5 suite, là, page, je m'excuse, c'est la page 5 du document, Mme la greffière adjointe. Donc voilà, je m'excuse, c'est moi qui vous ai fait devancer. Donc vous êtes à quelle page, je m'excuse? On est à la page de votre document 195. Ça va? Alors, on met, vous voyez, confirmation du déploiement. Mm-hmm. Et je vous amène au troisième attendu avant la fin. Attendu que la majorité des critères ont atteint le statut prêt pour le déploiement. Et j'aimerais qu'on arrive à la page suivante. Alors, en bas, attendu que les commentaires de EY reçus et les réponses obtenues, Carl Malenfant, vice-président à l'expérience numérique et chef de projet CASA, et Michel Dumas, président de LGS, confirment au comité de direction du 17 janvier 2023 le démarrage du plan de transition le 26 janvier 2023, de même que la tenue de la conférence de presse le 19 janvier 2023. Donc, je comprends que la confirmation du plan à venir se fait là. Oui. Et vous êtes confortable avec les explications qui vous sont données à partir de ce que M. Malenfant et M. Dumas de l'Alliance... Et j'avais en garde les avertissements de notamment EY de faire attention jusqu'au déploiement de certaines dispositions, qui étaient normales. Alors, tout le monde, écoutez, à ce que je me souviens, là, puis on ne déploie pas un projet comme ça sans avoir une certaine certitude. En fait, avoir une certitude. Tout le monde était non seulement confiant, mais était d'accord pour le déployer, puis qu'on était prêt pour le déploiement. Alors,
moi, je peux pas faire autrement. Je me suis fié aux experts autour de la table pour dire que le déploiement était prêt pour être commencé le 16 janvier, ou le 17 janvier. Le 27 janvier, pardon. Oui, le 26 janvier. 26. On fait également référence à une conférence de presse le 19 janvier. Vous en avez parlé aussi dans le cadre de votre témoignage. On a effleuré cet événement-là. Alors, pouvez-vous nous dire, là, on nous dit que c'est le 19 janvier. Est-ce que de mémoire, c'est autour de la date auquel ce serait tenu? Je pense que oui. Ça fait du sens? Oui, ça a du sens. OK. C'est quoi l'objectif de cette conférence de presse-là? C'est d'annoncer le lancement du projet qui va avoir lieu de telle date à telle date. Ça a été une opération aussi, évidemment, de communication, mais aussi pour la population, pour aviser ce qui va se passer à partir du 20 février ou du 21 février. Et je me souviens qu'à cette conférence de presse-là, tous les VP, ou la majorité étaient là, pour expliquer leur bout de responsabilité et d'imputabilité dans ce projet-là. Est-ce que, outre les VP, il y avait d'autres personnes présentes à titre de participants de la conférence de presse? Mémoriser la photo. Là. Il y a une photo de la conférence de presse. Il y avait assurément Calme à l'enfant. Il y avait M. Leclerc. Je ne suis pas certain si Mme Lépine était là. Il y avait Jean-Philippe Mécandy. Moi. Je ne sais pas si Mme Busque était là. Et est-ce que dans le cadre de cette conférence de presse-là, on traite aussi, on parle aussi du SAG, parce que dans le fond, je comprends qu'à partir de SAG-CLIC, on introduit le SAG également. Est-ce que vous vous rappelez qu'on en parle dans le cadre de cette conférence de presse? Oui, on en parle parce qu'il fallait informer la population. C'était l'objectif de la conférence de presse, qu'il y avait un préambule, il y avait un passage obligé avant d'arriver à SAG-CLIC. Et c'était, je vous dirais, une des raisons principales, au-delà d'annoncer le projet, de faire cette conférence d'affaires-là pour que les citoyens du Québec, les clients, puissent être informés que n'oubliez pas qu'il faut passer par le SAG. Comme c'était nous qui avons hérité d'un peu de la publicité du SAG à la dernière minute, ça je pense au début, fin décembre, je pense, et donc c'était une opération pour permettre d'informer les citoyens adéquatement. Est-ce qu'il y a des gens du MCN qui sont présents oui, à la oui, conférence? vous avez raison. Il y avait une personne du MCN, je me souviens plus de son nom, mais il y avait une personne du MCN qui, lui, a parlé du SAG. OK. Donc, c'est pas les représentants de la SAG, mais plutôt un représentant du MCN qui en fait la... Vous avez raison. OK. Est-ce que dans le cadre de cette conférence de presse-là, vous parlez également des mesures transitoires ou, en fait, durant le moment où on va diminuer ou on va avoir la migration des données? Est-ce que vous vous rappelez si on parle à la population des mesures mises en place? Je ne me souviens pas encore exactement de ce qui s'est dit, mais c'était aussi l'occasion de dire que, je pense que c'est Jean-Philippe Mécandy qui a parlé des mesures de mitigation, parce que lui, c'est le service aux clients dans les points de service. Alors, on a parlé, je présume, je ne me souviens pas exactement encore, mais qu'on a parlé de qu'est-ce qui était pour se passer durant la période de gel. Ça aussi, c'est un objectif pour informer adéquatement les citoyens. Est-ce que de mémoire, cette conférence de presse-là était bien reçue par la population? Oui. Et des journalistes, il n'y a pas eu à ce que je me souvienne, il n'y a pas eu de commentaires ou d'articles négatifs suite à cette conférence de presse-là. Puis vous comprendrez que vous parliez de confiance, là. Moi, je ne me présente pas à une conférence de presse, je n'ai pas confiance au projet, là. Alors, c'est sûr qu'on avait confiance à la faisabilité du projet. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde, il y a un CA spécial. On sait que les CA spéciales, c'est pour parler de CASA. C'est ce qu'on a mentionné dans le cadre de votre témoignage. J'aimerais qu'on prenne celui du 23 janvier, qui est déposé sous 45 P328, onglet 41.
Donc, si on descend un petit peu, Madame la greffière adjointe, on pourra voir à la page suivante. Voilà. Présence ordre du jour. CASA information. Alors, c'est un document de 3 pages. Donc, on voit qu'on fait le suivi de CASA. Alors, suivi porte 5. Alors, le vice-président de l'expérience numérique, on parle encore là de M. Malenfant. Toujours le même. Toujours. Parcours la présentation sur le suivi du projet CASA. Il revient sur les dates importantes du plan de transition et du plan de passage en production. Il souligne alors qu'en date du 23 janvier 2023, tous les éléments nécessaires au déclenchement des activités de déploiement sont en place. Il entretient brièvement les membres de la stratégie de finalisation des essais et de correction des anomalies. Ensuite, il présente les résultats de la porte 5 en précisant que l'actif CASA est construit en fonction de la portée convenue, que les activités préparatoires au déploiement du projet sont terminées. Il ajoute que l'organisation est également prête à recevoir CASA. Enfin, il conclut le premier volet de sa présentation en traitant des activités d'assurance qualité. Alors, je comprends que ça semble positif quand on voit le résumé qui est fait par M. Malenfant. Effectivement. Et quand on arrive au point 2.2, page suivante, on a un suivi de la conférence de presse dont on vient de discuter. Alors, le vice-président de stratégie marketing et de sécurité routière, est-ce que c'est M. McKenzie dont on parle ici? Oui. Alors, revient sur la conférence de presse tenue le 19 janvier. Il informe les membres de la présence des médias nationaux et de 19 journalistes. Il ajoute que l'information par la suite a été retransmise avec justesse. Il mentionne aussi que l'utilisation des médias sociaux pour l'occasion a permis de joindre 200 000 personnes. Il informe également les membres d'une campagne d'affichage prévue pour appuyer les efforts d'information déployés et que celle-ci se tiendra dans les centres de services chez les mandataires. Il termine en soulignant que son équipe suit de près la situation entourant le déploiement de sa clique et qu'elle est prête à intervenir en matière de communication, le cas échéant. Je m'excuse, c'est M. Leclerc. C'est M. Leclerc. Non, pas pardon. M. McKenzie. Pardon. Donc, à l'issue de ce CA spécial, votre niveau de confiance, il est où? Toujours à la même place, toujours au même endroit. Je vous donnerai toujours la même réponse. Parce qu'à défaut d'avoir confiance, c'est peut-être là où j'ai prêché par la confiance, mais à défaut d'avoir confiance, si j'avais pas eu confiance, on ne serait pas là. Mais les informations qui sont transmises Oui. ne vous laissent pas sous-entendre Pas du tout. qu'il peut y avoir une problématique. Non, pas du tout. Alors maintenant, allons au CA du 16 février 2023. Sous 45 P 329, onglet 42. Alors là, M. Marcellet, c'est un CA régulier, donc on ne parle pas juste de CASA, on comprend dans cette rencontre-là. Alors là, je demanderai à prendre la page 5. Oui. Et on peut y constater, bon, suivi du déploiement information. Donc, on a quand même un bon résumé. Si on va au 3e paragraphe, donc il commence par le vice-président à l'expérience numérique, donc M. Malenfant, partage avec les membres une présentation sur le suivi du déploiement des services numériques et il la parcourt. Il rappelle le passage de 300 systèmes et de 10 milliards de données à une solution intégrée, permettant aux clients d'avoir un dossier unique. Il ajoute que cet exercice représente 15 500 étapes et implique 400 personnes à sa vice-présidence, puis il souligne que la période d'arrêt de service transactionnel se termine le jour même et qu'ainsi la reprise graduelle des services débutera le lendemain pour en arriver au lancement officiel de sa clique le 20 février 2023. De plus, il rappelle que la phase de stabilisation se déroulera du 16 février au 19 mai 2023. Ensuite, il précise les 3 phases de ce qu'il appelle le grand déménagement et présente les 5 portraits de la présentation électronique de services, soit les commerçants, les partenaires, les mandataires, en vérification de véhicules routiers, les entreprises et les clients. Il conclut son volet de la présentation en revenant sur le SAG et l'information nécessaire pour la création d'un compte. Je comprends qu'à ce moment-là, le SAG n'est pas... On vous indique... C'est réglé, ça devrait bien fonctionner? Sur l'opérationnalité du SAG, c'était réglé depuis le 13 décembre. Voilà. Donc, ce n'était pas un enjeu sur l'existence du SAG. L'enjeu, c'était de l'adhésion au SAG. Et le paragraphe suivant, alors le vice-président de l'accès sécuritaire au réseau routier prend la parole et partage avec les membres une présentation sur le plan de reprise des services dans les points de service à l'occasion du déploiement de sa clique. C'est M. McKenzie. C'est M. McKenzie. Oui. Donc là, on a vraiment, quand tout le tour redémarrera,
quels sont les moyens qui ont été pris dans les points de service pour servir adéquatement la population? Alors, il en fait état à ce moment. Donc, il rappelle les services offerts en mode alternatif pendant la période de transition, soit du 27 janvier au 16 février 2023. Puis, il informe les membres de la reprise progressive des services qui se fera à partir du 20 février. Il décline ceux-ci selon la ligne verte et la ligne rouge. De plus, il souligne que les gestionnaires des points de service auront une marge de manœuvre pour gérer localement l'achalandage, qu'il y aura un maintien de mesures d'exception si nécessaire et qu'un équilibre est recherché entre l'accompagnement des employés qui sont en apprentissage et leur productivité. Il souligne que bien que des rendez-vous aient été offerts aux clients, une majorité d'entre eux ne souhaitaient pas en prendre, préféraient revenir à partir du 20 février et qu'un achalandage important est à prévoir. Il termine son volet de la présentation en abordant le sujet de l'immatriculation par les commerçants. Il souligne que les partenariats entre la société et ceux-ci est un facteur déterminant pour la période et que les échanges sont réguliers. Donc, tout semble au beau fixe. Tout semble bien fonctionner et toutes les mesures ont été prises pour faire en sorte de servir les clients à partir durant la période tampon et par la suite. Et justement, si on revient sur la période tampon, là, qui est à partir du 27 février, on comprend que c'est la migration qui débute. Comment ça se passe, cette période-là, entre le 27 février et le déploiement le 27 janvier, pardon, et le déploiement du 20 février? Écoutez, je pense que ça se passe assez bien, malgré la situation où tous les services ne sont pas disponibles. Mais les mesures de mitigation qui avaient été instaurées, qui étaient des mesures qui touchaient le plus les activités précises, faisaient en sorte que les citoyens qui n'avaient pas le choix de transférer ou de faire une opération dans nos points de service étaient en mesure de le faire. Et donc, à cette période-là, il n'y a pas eu vraiment d'enjeu. C'est par la suite, là, mais à cette période-là, les gens avaient été avisés. On avait fait campagne de communication aussi pour aviser cette problématique-là. Je vous avoue que 3 semaines, c'est pas les jours ouvrables, là, mais c'est une période longue pour arrêter des services. Mais comme je vous ai expliqué hier, selon les experts, c'est qu'on n'avait pas d'autre choix que de prendre cette période-là pour transférer 10 milliards de données dans le nouveau système. Donc, je comprends qu'à l'aube du déploiement, vous aviez pas il n'y avait pas de lumière rouge qui s'allumait en lien avec l'arrêt de 3 semaines. Encore une fois, s'il y en avait eu, parce que le système était exploitable encore, l'ancien système, mais le jour où on mettait en fonction le nouveau système, là, il était peu exploitable. J'aimerais maintenant qu'on prenne la pièce 45 P330, onglet 43. J'ai dit 330. Je m'excuse, c'est pas la bonne cote. Je m'excuse, c'est moi qui ai probablement commis l'erreur. C'est 334. Voilà. Alors, Monsieur Marcellet, c'est un échange texto. Alors, Yves... Yves Frenette? Si je vous suggérais que c'est plutôt Yves Ouellette. Alors, on est le 19 février 2023. Donc, on est la veille du déploiement. Alors, Denis en haut, en fait, ça provient du... on comprend que vous êtes le contact de M. Ouellette en haut qu'on voit, là. Oui. Et on a caviardé le reste, évidemment, M. le commissaire, pour des raisons évidentes, là, c'était pas nécessaire. Donc, alors, le texto que vous transmettez à 12h42. Salut Yves, serais-tu disponible pour un bref appel vers 18h à la veille du lancement de sa clique? Je te ferai un bref topo de la situation, incluant les communications à venir. À ce moment, tous les signaux sont au vert. Alors, il vous répond qu'il va vous appeler à 19h. Donc, je comprends encore là, à la lumière de votre témoignage, ça confirme qu'à la veille, le 19, pour vous, tout semble beau. Tout à fait, je l'ai même confirmé au secrétaire général. Et ça dit, je vous appelle à 19h. Est-ce que vous vous rappelez si cet appel-là a eu lieu?
Je me souviens d'y avoir parlé. Est-ce que cet appel-là a eu lieu à 19h? Vous vous rappelez y avoir parlé? Oui, oui. Et est-ce que vous vous rappelez du contenu de votre conversation? Si c'était pour... Si je me fie au libellé du texto, j'ai fait rapidement l'état de situation, que les transferts de données ont bien été, qu'on est prêt à déployer, je pense que c'était le lendemain, et que les points de service sont prêts à recevoir cette transformation-là avec suite à la formation qu'il y a eu. Il y avait des super utilisateurs qu'on appelait ceux qui étaient formés davantage que les employés, qui étaient dans chacun des points de service pour justement appeler à des questions qu'il aurait pu avoir auprès des employés. Alors, je lui ai dit, toutes les équipes sont en place et ce qu'on me dit, tout est prêt. Maintenant, j'aimerais qu'on arrive au jour J, au 20 février 2023. Jour de déploiement, tant attendu. Pouvez-vous nous expliquer comment se passe cette journée? Écoutez, ce genre d'événement-là, qui auprès des équipes à l'interne, qui travaillent depuis 2015, 2016, 2017. Donc, après tant d'années, il y a quand même beaucoup d'employés qui travaillent sur ce projet-là. Beaucoup d'employés internes, mais aussi beaucoup de ressources externes. C'est sûr que c'est un moment de fébrilité pour savoir qu'est-ce qui va se passer, puis ça va-tu fonctionner. Tout le monde est confiant, tout le monde est prêt, mais c'est quand ça part que si... puis les premières journées, de mémoire, je pense que les premières ou deuxième journée, ça allait assez bien. Ça a commencé à se gâter, je pense, la troisième, quatrième journée. Il y avait des problématiques informatiques au début, mais qui étaient, entre guillemets, je peux m'exprimer ici, des bugs qui sont normaux par rapport à un projet comme ça. Il y a eu un problème majeur, je pense, la troisième, la quatrième journée. Et là, c'est là que le mot fiasco est apparu, assez rapidement après le déploiement. Et c'est là que les citoyens ont commencé à douter du système et à dire, moi, je vais me rendre des points de service, là, parce que je veux avoir mon permis de conduire à temps. Si on saupoudre aussi de la difficulté pour certains, la difficulté d'aller chercher son identification au SAC, ça a fait, le mélange des deux choses-là, ça a fait en sorte que, même s'il y avait eu des employés, je pense qu'il y était 200 employés en surplus dans les différents points de service, ça ne suffisait pas. Et là, il y avait des listes d'attente, vous savez la suite. Et quand vous dites qu'il y avait de la difficulté à aller chercher leur identification au SAG, pouvez-vous être un peu plus précis? C'était quoi la problématique en lien avec le SAG? Le système fonctionnait bien. Donc, le SAG fonctionnait bien. Le SAG fonctionnait bien. C'est les exigences pour arriver au SAG qui étaient difficiles pour certains. Je vous ai expliqué qu'il y avait 4 secrets, dont un secret était le numéro d'identification pas le permis de conduire, mais sur le rapport d'impôt. Il y en a plusieurs citoyens que j'ai découverts qui ne font pas de rapport d'impôt, pour toutes sortes de raisons. Et donc, ils n'ont pas de numéro d'identification. Au début, le ministère du Revenu, si je ne m'abuse, ces gens-là faisaient une demande. Ça prenait 2 semaines au début, 2 semaines ou 3 semaines. Alors, vous comprendrez qu'un citoyen qui, même si son permis est renouvelable dans 1 mois et demi, il ne veut pas prendre la chance. Fait que tout le monde de ces gens-là sont rendus au point de service, qui était tout à fait on a toujours entendu un peu au permis conduire. Il y a toujours une attente, dépendant des périodes, d'une demi-heure, d'une heure, ça dépend. Mais là, c'était... Et j'avais dit dans les médias que on a probablement mal sous-évalué l'effet du nombre de personnes qui étaient pour se présenter d'un point de service.
ce qui donne cette chose-là. J'ai pas essayé de ne pas traiter de la question devant les médias. J'ai dit, on a probablement sous-évalué. Évidemment qu'au plan gouvernemental, on ne peut pas, et je ne voulais pas, commencer à déblatérer sur le SAC, hein, parce que de toute façon, c'est un système incontournable pour notre... Alors, tout ça fait en sorte que plus on avançait, plus c'était difficile. Parce que là, on avait... En fait, parce qu'il y avait des gens, comme les systèmes avaient été interrompus pendant un certain temps, des gens avaient attendu. Alors, quand on déploie, il y a plusieurs personnes qui étaient en ligne d'attente. Et là, il y a un goulot d'étranglement, là, si je me trompe, une file d'attente importante. Et pour vous exprimer que les gens, leur réflexe, c'était d'aller dans les points de service, parce qu'ils étaient habitués dans les points de service. Il y en a plusieurs qui étaient dans notre système, puis il y avait un système numérique qui existait avant. Et pour vous démontrer comment il y en a eu une espèce de crainte du citoyen, c'est qu'il y a eu moins de transactions qu'il y avait sur notre système informatique avant qu'il y en avait avec le nouveau système. Alors, il y avait vraiment un problème. Et pour vous démontrer davantage les craintes des citoyens, moi, j'ai fait le tour des points de service à tout le mois à Québec. Et j'ai été au point de service, notamment du Port-Amel, je me souviens très bien, il y avait une liste d'attente. Et j'interpellais les gens pour leur dire, vous venez ici pourquoi, dans quelle occasion, etc. Puis il y a une personne notamment que je connais, un monsieur, qui me disait, j'étais au mois de mars, il me disait, je viens renouveler mon permis qui échut le mois de juin. J'ai dit, monsieur, allez, retournez chez vous, ça ne vous donne rien d'attendre ici. Fait que ça démontre que les gens avaient anticipé le délai plus long. Puis je vous avoue qu'il y avait une espèce de, j'allais dire frénésie, mais ce n'est pas le bon terme. Il y avait une perception que dès le départ, c'était un fiasco dans les premiers jours. Il y en a qui ont déclaré dès les premiers jours que c'était un fiasco. Je vous avoue qu'on serait attendu peut-être avec un peu plus d'aide dans les circonstances. Mais on était... Qu'est-ce que vous voulez dire par un peu plus d'aide? Un peu plus de support. Je vous ferai part, si vous me permettez, M. le commissaire, à la fin de certaines recommandations, parce que j'y tiens, parce qu'on a quand même des leçons de cette situation-là. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup. Et donc... Je pense qu'on va y revenir. J'imagine qu'il y a eu une cellule de crise. J'imagine qu'il y a eu un post-mortem. En tout cas, s'il n'y a pas eu de post-mortem, il y a un enjeu là, dans votre boîte. Là. Non, je peux vous dire qu'on a eu une cellule de crise. Je sais, M. Tremblay, aller avec des questions plus spécifiques. Là, mais vous avez les résolutions, je pense, à cet effet-là. Dès le début mars, il y avait une cellule de crise qui a envahi mes endroits mes bureaux. Et qui, presque 24 heures par jour, ces gens-là, on avait déjà instauré ou fait en sorte de créer des cellules de crise. Donc, c'était pas improvisé, là. C'était structuré. On avait même fait appel à une personne de Sûreté du Québec qui avait géré ce genre de situation-là pour nous donner une formation adéquate. Et donc, on était fin et prêt pour la cellule de crise. Mais il y a beau avoir une cellule de crise, dans cette situation-là, ça ne règle pas tout. Et voilà. Non, c'était pas une période très agréable. Et vous, au départ, là, quand vous dites que ça prend 2-3 jours avant qu'on réalise un peu plus l'ampleur? Assez rapidement. Parlez-vous avec M. Malenfant pour lui dire... c'est sûr. Voyons. C'est supposé tout marcher, cette affaire-là. Je parle à M. Malenfant, puis la meilleure preuve que je peux vous donner, parce que là, les médias couraient après nous, et c'est moi qui ai été pour défendre l'organisation. Puis je pense que j'en ai parlé au début, mais une entrevue avec M. Arcan, j'en ai fait 2 l'espace de 2 semaines. Je lui ai dit à la deuxième entrevue, je crois, rassurez-vous, M. Arcan, on me dit que d'ici 3 mois, ce qui est normal, les problèmes que le logiciel arrive vont être résorbés d'ici 2 à 3 mois. Encore là, je ne dis pas ça si... je ne l'invente pas, je ne suis pas moi qui est l'expert. Alors, on m'a affirmé que d'ici 3 mois, les problèmes étaient pour être réglés. Qui vous affirme ça? M. Malenfant. M. Malenfant,
puis je vais imager ça, ils vous vendent la 7e merveille du monde. Puis vous vous retrouvez avec une patente qui ne fonctionne pas. Monsieur Avec le commissaire. pas des listes, mais des files d'attente, des gens qui n'adhèrent pas au système, un goulot d'étranglement qui fait en sorte qu'il y a un backlog d'accumuler, etc. Vous avez encore confiance en M. Malenfant? Actuellement? Non. Là. Là, ça commence à s'effriter, sérieusement. Écoutez, moi, dans toute ma carrière, j'ai toujours eu des personnes qui étaient dans ma garde rapprochée, des sous-ministres associés, des vice-présidents, etc. J'ai toujours fait confiance à ces gens-là. Ces gens-là ont toujours été loyaux avec moi. Ils ne m'ont jamais trahi ma confiance. Aujourd'hui, je suis obligé de vous dire, et je suis fort désolé de la situation, ça m'affecte beaucoup. Je suis obligé de vous dire que la règle, il y a une exception à la règle, là. Je pense que je l'ai vécu, puis il y a moi, mais il y a aussi l'effervescence de tous les gens qui étaient autour. Là, je perds la voix parce que je suis un peu émotif. Tous les gens qui étaient autour de moi, le conseil d'administration, le comité de gestion et tout, c'était un tourbillon, là. Alors, c'est sûr que je suis fort désolé de la situation. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Après la carrière que j'ai menée, je suis fort désolé. On apprend toujours jusqu'à la dernière journée de notre vie. Hein. J'en suis une preuve vivante, je peux vous dire ça. Est-ce qu'il y a une conversation avec M. Malenfant de règle-moi ça, sinon tu sautes, là? Bien, En tout cas, sur papier, vous êtes la personne responsable. je le sais. Évidemment, on connaît l'histoire, vous avez sauté, là. M. Malenfant est resté là, lui. Ben oui. On m'a déjà demandé, 2 semaines avant, de faire, comme pour reprendre votre expression, sauter M. Malenfant et M. Leclerc. J'avais dit aux personnes qui m'ont demandé ça, à la personne qui m'a demandé ça, j'ai dit, on ne peut pas faire ça là. Alors, laissez-moi revenir à la personne, puis je vais trouver des solutions. Je suis revenu, en fait, au plan supérieur, j'avais défini, et je lui ai dit, M. Malenfant, il prend théoriquement sa retraite au mois de décembre. On était au mois de mars. J'ai dit, moi, je n'ai besoin, parce qu'on ne peut pas le remplacer avec un fouillage comme ça. Même si la situation était dramatique, ça aurait été encore plus dramatique de le changer de là. Alors, j'ai dit, donnez-moi jusqu'au mois de juin. Au mois de juin, il prendra sa retraite anticipée, puis c'est tout. M. Leclerc, souvenez-vous que j'avais donné des responsabilités, communication, ressources humaines, ressources matérielles. Il n'y avait pas vraiment une entente très cordiale avec les ministres. Ça ne marchait pas. Alors, j'avais dit, en retournant une journée après aux emplois supérieurs, j'avais dit, M. Leclerc, c'était surtout au niveau des communications que ça ne marchait pas. Je vais y enlever les communications, puis les communications, comme dans tous les ministères, relèvent du sous-ministre. Là, ça relevait de notre vice-présidence. Et j'engagerai une personne qui va s'occuper des communications, mais qu'elle relèvera de moi. Et donc, je laisserai où le bas blesse, c'était les communications. Alors, je suis arrivé avec ces solutions-là 2 jours après, puis 1 semaine et demie après, je crois, je pense que c'était pas assez. C'est là, moi, qu'on m'a invité à aller regarder dehors. Alors, je comprends que par votre tentative, justement, de Sauver encore le monde. Là. de sauver, Ouais. de sauver et d'essayer de trouver des solutions pour régler Mais je pensais à le ça. déploiement qui ne fonctionnait pas Tout bien. à fait. Vous avez un peu sauvé l'emploi de M. Malenfant. En tout cas, c'est moi qui est parti. Et j'ai jamais eu un appel après que je sois parti. Pas un. Alors, si... On va y revenir là-dessus, là, à votre Oui. départ. Je veux juste qu'on Oui. continue. Là. Oui. Remarquez, c'est de ma faute, c'est moi qui vous emmenez là, mais Voilà, vous avez C'est ouvert le la choix de porte. chef. Puis, comme je suis sensible sur ce sujet-là, j'ai pas été non, capable tout à fait. Mais on va vous laisser vous Oui, exprimer là-dessus. on va arriver à ce sujet-là. Je veux juste qu'on termine le déploiement raté, si vous me permettez. Ouais. On a parlé, vous avez parlé de cellules de crise. Là. Pouvez-vous nous dire, là, concrètement, qu'est-ce qui est mis en place, là, et à partir de quand? Écoutez, la date exacte, je pense que c'est le 2 ou 3,
4 mars, c'est tout près, là. On n'a pas retardé trop. On a exactement suivi la procédure qu'on s'était établie. Alors, il y avait des responsables dans chacun des domaines. Tout le monde était à mon étage. Dans la grande salle de conférence, tout le monde était là. Il y était une quinzaine de personnes dans chacun des domaines qui avaient... on était des mitigations, on était dans tout ça. Il y avait une cellule de crise plus rapprochée qui était dans mon bureau, des VP, et qui, à tous les jours, on faisait le point, 2 fois par jour. Il y avait une personne responsable dans la salle de conférence, puis dans mon bureau à moi. Puis on faisait le point à tous les jours. À ce moment-là, la ministre était très disponible. Elle nous appelait à tous les jours. On y faisait un rapport à tous les jours. Et, Ah, de Mme Guilbeault, là? oui, la ministre Guilbeault. Elle a pris en tout cas, en charge le fait de voir comment on peut améliorer la situation. Puis c'est compréhensible, c'est pas une critique de Mme Guilbeault. Mais là, elle était là. Elle était présente. Puis une fois par jour, parfois 2. Il y avait beaucoup de communication à ce moment-là entre moi et Mme Guilbeault par texto. Et il y avait un Teams à chaque jour avec Mme Guilbeault et la cellule de crise rapprochée. Qui faisait partie de cette cellule de crise Les VP. rapprochée? Les VP. Il y avait Marie-Ève, il y avait Jean-Philippe Mécanisi, il y avait... Carl Malenfant n'était pas toujours là parce qu'il était occupé à régler les problèmes. Là. Les gens les plus réguliers, c'était eux, parce qu'évidemment, Jean-Philippe Mécanisi, c'était lui qui était sur la ligne de front au niveau des services à clientèle. Alors, il lui donnait à la ministre, par écrit, c'est lui qui fait rédiger les rapports, par écrit l'état de situation, combien de personnes ont passé par le SACLIC, combien de personnes étaient dans chacun des points de service, etc., etc. Et on était l'hiver, encore l'hiver. Et évidemment que j'avais même dit dans un média quelconque, je pense que c'était Radio-Canada, qui montrait des photos des personnes qui étaient dehors, et ça n'a pas de maudit bon sens. C'est pas acceptable. Écoute, j'étais le premier, là, je suis capable de dire les vraies choses. Là. J'avais exprimé que ça n'a pas de bon sens. Puis c'est là qu'on a loué des... on est rendu là. Je ne pensais pas de rouler des roulottes, de louer des roulottes à mon stade. Là. C'est moi qui s'est occupé de louer des roulottes chauffées. On a installé dans certains points de service des postes pour la SAG. Ça aussi, ça a été compliqué avec les ministères numériques, parce que c'était compliqué au niveau de communication. Quand vous dites que vous louez pour des postes pour le SAG, c'est... Mais c'était pas pour le SAG, les roulottes, mais on a installé des personnes responsables que les citoyens pouvaient s'inscrire. En fait, on les inscrivait sur le SAG. Les aider à se brancher. On le faisait avec eux. Puis là, ben, on les montrait comment agir sur SACLIC, puis là, ils le faisaient eux-mêmes après. Fait qu'on on essayait de toutes les façons de... On a instauré des rendez-vous aussi. Il y avait des personnes dans chacun des points de service qui faisaient toutes les lignes d'attente pour leur dire vous venez pourquoi, quelle date. Comme mon monsieur, là, s'il y avait eu ces personnes-là à ce moment-là, bien, il aurait donné un rendez-vous à ce monsieur-là. Fait que les rendez-vous, les gens attendaient 15-20 minutes, là, parce qu'il y avait 2 lignes. Il y avait des lignes sans rendez-vous, des lignes avec rendez-vous. Les rendez-vous, ça a assez bien fonctionné, je vous dirais. Mais écoutez, tout le monde était sur les dents. Là. Les employés, les premiers, c'était un peu décourageant. Là. Honnêtement, c'était un peu décourageant. Mais on a fait face à la machine. Puis moi, j'ai toujours dit que je suis parti trop tôt. Mais je sentais, on était sur le bon côté. Je suis parti le 4 avril ou 5 avril. C'est le 4, je pense. On s'en allait de l'autre côté à cette période-là. Tout n'était pas réglé. On s'en allait sur le bon côté. Bon, l'histoire a démontré que finalement, le semblant du bon côté a pas duré assez longtemps. Là. Je l'ai constaté au même titre. Puis là, c'est M. Duchamp qui suit le reste. Là, mais non, ça n'a pas été... ça n'a pas été une période de ma vie bien agréable pour moi, mais aussi pour les citoyens. On oublie souvent les citoyens, là. Mais moi, je suis fort désolé, puis je l'ai dit devant les médias, je suis fort désolé ce que les citoyens ont subi, ont toléré.
durant la période, puis encore aujourd'hui. Puis ça, il ne faut jamais l'oublier. Là. On est là pour servir les citoyens, nous autres, on n'est pas là pour... puis ça, mais on a failli à la tâche. Votre compréhension, là, peu de temps après, bon, que vous réalisez que ça ne fonctionne pas bien, les enjeux des dérapages, là, dans le fond, est-ce que vous les compreniez? Est-ce que vous êtes en mesure de nous expliquer votre compréhension des enjeux en lien avec l'interface SACLIC? C'était quoi le problème? Je comprends qu'on est dans un enjeu un peu plus technique, mais est-ce que vous êtes capable de vous rappeler? Puis on est vraiment dans le niveau du branchement des fils, comme je peux exprimer cette semaine. Moi, l'important, c'était pas nécessairement de comprendre les problèmes, mais de les régler. Et je mettais l'emphase pour dire régler le problème. Il y a eu une panne majeure à un moment donné. Bien, c'est bien d'où le problème, pourquoi c'est un problème, etc. Mais à un moment donné, ça venait. Il y avait beaucoup de problèmes. Et ça va se régler, ça va se régler, ça va être correct. Là, je ne croyais plus. Là. Je ne croyais plus. Parce que c'est moi, bout de piste, qui essuyait tout ça devant les médias. Là. Peut-être, ne serait-ce que pour nous aider à nous rappeler un peu et vous rafraîchir un peu la mémoire aussi là, des différents échanges. Je comprends qu'on est dans le technique aussi, là, qu'il y a beaucoup d'éléments, vous en gériez beaucoup à l'époque. J'inviterais à prendre la pièce P303, donc l'onglet 2, les fameux procès-verbaux de comité de direction. Tu commences à connaître. Vous commencez à connaître la pièce, hein? Je suis commissaire. J'ai toujours un doigt sous l'onglet 2 pour... Page 221. Alors, on fait un peu un résumé, là. Je vous amène au point 3. Quelle date est toute février? On est le 28 février 2023, donc on est vraiment à peu de temps, là, 8 jours après le déploiement. Si on prend processus pour authentification SAG en point de service, alors, quatrième paragraphe, le processus pour l'authentification gouvernementale SAG en point de service qui sera effectif à compter du 13 mars 2023, présenté aux membres. Ainsi, les clients pourront se présenter sans rendez-vous à être authentifiés par un employé de la société. Alors, c'est ce que vous avez mentionné, qui sera dédié à cette fonction. Une fois inscrits au SAG, les clients pourront effectuer leurs transactions tout en étant accompagnés d'un préposé en permis et immatriculation. Pour ce qui est des nouveaux conducteurs, ces derniers pourront prendre rendez-vous dans Booking par le biais de l'école de conduite pour leur examen théorique ou pratique. Ils pourront par la suite procéder à leur authentification gouvernementale au centre de service. Alors, c'est ce qui est prévu à ce moment-là, c'est ce qui est mentionné. Qui est mis en place dans le fond. Qui a été mis en place. Atténuer Maintenant, vous dites que vous avez visité des centres de service. Oui, 3. Vous avez visité 3 centres de service et vous avez fait les constats que vous nous... En fait, 4. J'étais à Montréal aussi. Et ça, vous l'avez fait à peu près quand? Rappelez-vous. Dans les jours qui ont suivi le déploiement, là, quand j'ai vu les files d'attente. Et je l'ai fait assez rapidement parce que je me souviens d'avoir parlé lorsque je donnais des entrevues dans les médias. Je me souviens très bien d'avoir dit, je suis débarqué dans les points de service, j'ai été voir, j'ai constaté que... J'aimerais... Oui, allez-y. Avez-vous une question? OK, m'excuse. J'aimerais maintenant qu'on aille au procès-verbal du CA du 9 mars, qui est sous P331. Comme un doute. Laissez-moi juste revérifier. J'ai comme un doute de mon numéro de pièce. J'ai la bonne. Alors, P331, onglet 41. Oui, 41. 41? Oui. Ça? Okay. En fait, celui qu'on a regardé tantôt. Oui, donc je me suis trompée d'onglet, je m'excuse. 44. C'est la fin de la semaine pour tout le monde. Donc, c'est tenu par Teams le 6 mars 2023, Voilà. C'est ça? À midi. Exact. Alors, c'est un CA spécial, on sait ce que ça signifie. Alors, si on prend le point 2, page 2,
Alors, on constate là, ce que vous nous avez mentionné, c'est-à-dire que le défi actuel de la société, on est jusqu'au 2e paragraphe. Bon, le PDG remercie les membres et leur disponibilité. Vous voulez faire le point. Vous soulignez que le défi actuel de la société réside davantage dans la gestion des files d'attente aux points de service. Il étant vous, mentionne que 50% des gens qui composent les files d'attente auraient pu faire leurs transactions en ligne s'ils présentent des solutions mises en place pour faciliter la création d'un compte, ce qu'on a vu tout à l'heure. Je poursuis un petit peu plus loin. Il ajoute de plus que dès le 13 mars, la création d'un compte au SAG pourra se faire dans les succursales. Et un peu plus loin, il ajoute que ses clients seront également accompagnés pour faire leurs transactions en ligne. Il nomme d'autres mesures prises pour diminuer les files d'attente que le prolongement des heures d'ouverture de certains points de service et l'offre de services sur rendez-vous les fins de semaine. Donc, je comprends que les fins de semaine aussi, on ouvrait. On en demandait beaucoup aux employés à cette époque-là. Oui. Par ailleurs, il informe les membres de la location d'espaces commerciaux pour éviter que les personnes en attente soient à l'extérieur. Alors, c'est ce que vous nous avez mentionné. Oui. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne le CA spécial suivant du 9 mars, qui est l'onglet... 45. À l'onglet 45, effectivement. Pièce P331. Oui. Alors, si on prend la page 2, je vais attendre que ce soit déployé. Alors, encore là, CA spécial qui ne porte que sur CASA. Au point 2, alors on comprend au 3e paragraphe du point 2 qu'il y a 2 enjeux. Alors, le PDG mentionne que le principal enjeu entourant le déploiement de SACLIC est d'avoir sous-estimé l'achalandage en points de service. Alors, il y avait plus de monde qu'anticipé. Comme je vous l'ai expliqué tantôt. Là. Oui. Aussi, il présente les facteurs expliquant cet achalandage, dont la prévision d'une plus grande adhésion à SACLIC. Vous revenez sur ce qu'on a mentionné, là, le SAG. Par la suite, il présente un 2e enjeu, soit des anomalies informatiques survenues lors de la première semaine du déploiement de SACLIC et la capacité de certains serveurs qui s'est avérée insuffisante. Par ailleurs, il souligne que la société engagera des agents de sécurité pour aller chez certains mandataires afin de diriger les files d'attente. Donc, je comprends que, d'un point de vue plus technique, on avait une problématique reliée avec les serveurs. Est-ce que ça vous Oui, rappelez? il n'y avait pas seulement ça clique, là. Je suis loin de moi les pensées de donner cette impression-là. Il y avait aussi, évidemment, des problèmes informatiques. S'il n'y avait pas eu de problème informatique aussi important, probablement que ça n'aurait pas été aussi des fils d'attente que ça. Mais il y avait 2 enjeux. Il y avait un enjeu informatique auquel, là, vous me rappelez, là, qu'il y avait des serveurs qui n'étaient pas... Là, je ne rentrerai pas dans les termes techniques parce que vous allez me perdre, qui n'étaient pas suffisants. Là, je comprenais mal pourquoi ça n'avait pas été évalué en conséquence, là, mais bon. Avez-vous une réponse? À cause du nombre de transactions qui s'est fait tout en même temps, là, mais tu sais, c'est des réponses faciles, ça. La réponse technique, je ne me souviens pas d'avoir eu une réponse technique, ou s'ils m'en ont donné une, je ne suis pas en mesure de vous la répéter. Mais, chose certaine, mon constat, c'est que ça n'allait pas. Le système ne fonctionnait pas comme il devait fonctionner. Est-ce normal avec un nouveau système? Oui, jusqu'à certaines limites, mais non dans la fréquence des problèmes qu'il y avait au début. Au début, la première semaine, il y avait une certaine forme de tolérance de ma part parce que tous les experts et même les firmes d'audit externes ont dit que c'est un grand projet comme ça. C'est normal qu'il y ait des problèmes au début. C'est normal. Sauf qu'à un moment donné, là, la normalité, ça a dépassé la normalité. Et là, donc, je soulignais, puis c'est important d'informer les membres du CA, je soulignais qu'il y avait continuellement, c'était quoi les enjeux à cette date-là? C'était ça. C'était le SAG, puis le fait que de pouvoir aider les citoyens à s'inscrire pour qu'ils puissent... Tu sais, notre objectif, nous, c'était le plus grand nombre de citoyens qui puissent faire les transactions comme le logiciel les prévoyait, eux-mêmes, par les biais de SACLIC. C'était ça notre objectif. Alors, comme on savait que le SAG était un obstacle pour un certain nombre, bien, on a pris les mesures nécessaires, mais c'est jamais assez suffisant. Là.
Et l'autre, ben, c'est les problèmes techniques. Alors, je mentionnais aux gens, les mandataires ne sont pas sous la... Les mandataires de la société, c'est des gens qu'on engage, mais les employés ne sont pas nos employés. Alors, vous voyez souvent ça, mandataire de la SAC. Là. Il y en a à Sainte-Foy, je pense, au Carrefour Sainte-Foy. Alors, ces gens-là ont été formés aussi par nous, même si ce n'était pas nos employés. Mais il y avait des files d'attente aussi. Alors, c'est là qu'on a décidé d'engager des gardiens de sécurité pour gérer les files d'attente. Il y en a même un mandataire qui, lui, n'avait assez. Il fermait à 4 heures. Fini. Fait qu'il laissait des files d'attente, les gens qui étaient là. Fait qu'on gérait ça aussi. Et on a envoyé une escouade, entre guillemets, gérer ce point de service-là. Je me souviens très bien. Fait que je laissais lequel. Mais c'est ça. Fait que des enjeux, là, puis des problématiques, il y en avait de toutes sortes. Et c'est ça. On les gérait un après l'autre. La gestion de la cellule de crise faisait vraiment leur possible. Mais il vient qu'à un moment donné, on avait des rapports à faire à la ministre à tous les jours, puis on avait... c'est ça. Vous amène maintenant la page 3 du premier paragraphe en haut. Donc, de plus, le PDG mentionne que la prise des décrets de la veille donnera de l'air à l'organisation, mais que la résorption du retard cumulé pourrait être un peu plus longue qu'estimé initialement. Il souligne que le délai de résorption sera également influencé par l'adhésion à sa clique. Pouvez-vous nous parler des décrets de la veille? Est-ce que vous vous rappelez? Il y en a eu quelques-uns décrets au fil du mois, dont un qui rapportait la date limite, je pense. Puis il faudrait que je les ai devant moi là, pour avoir une mémoire plus fraîche. Là. Date limite de... Ces décrets-là étaient là pour donner de l'air. Donc, pour faire en sorte de diminuer les gens qui se présentent dans les... donc, pour si ton permis était renouvelable, je ne sais pas, mais en juin, bien, ça permettait de renouveler, comme les cartes d'assurance maladie, ça permettait de renouveler les cartes plus tard. Il y avait un délai prévu dans le décret. Donc, ça déplaçait le problème, mais ça l'étirait le problème, donc ça libérait du temps au moment où ça devait être fait. Alors, ça, c'est à l'aide de la ministre, évidemment. C'est la ministre qui présentait des décrets qui, au fil des discussions qu'on avait à tous les jours, bien, on a établi certains décrets qui nous a donné un peu d'oxygène, j'avoue. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne le procès, le document du CA spécial du 15 mars 2023, qui est 45 et 332 sous l'onglet 46. Oui. Donc, si on regarde au point 3, encore le CA spécial. Bon, au troisième paragraphe, vice-président à l'expérience numérique, alors on parle de M. Malenfant. Toujours. Est le premier invité à prendre la parole. Il revient sur la stratégie de conversion des données prises il y a 4 ans. Ainsi, il rappelle que les systèmes patrimoniaux de la société datent de 40 ans et que ces derniers ne permettaient pas notamment de générer des dossiers clients de manière intégrée. Il ajoute que différentes stratégies ont été étudiées pour procéder à la transition entre les anciens systèmes et le nouveau. Il souligne notamment que la stratégie a l'effet de modifier les anciens systèmes pour créer une fonctionnalité permettant le parallélisme. Par exemple, aurait occasionné des coûts, généré des risques importants et allongé les délais du projet. Ainsi, il conclut que force a été de constater que le déploiement en mode Big Bang, avec une fermeture des services transactionnels, était la seule option viable pour le déploiement de la L2 de CASA, ce que vous nous avez mentionné hier. Tout à fait. Qui a été confirmé dans un rapport de DY, je pense, dans le mois que suit mon départ. Et j'aimerais maintenant qu'on aille à la page suivante, à la page 3, en haut. On dit le PDG, c'est vous, confirme être accompagné en matière de communication par la DGCRP, donc une division de votre vice-présidence chez vous, ainsi que par l'agence. Pouvez-vous nous dire, c'est l'agence, pouvez-vous nous développer un peu qui vous accompagne?
C'est M. Jason, son nom de famille, je ne l'ai pas, qui travaillait pour la firme TAC et qui, on a décidé à un moment donné qu'il fallait avoir une vue d'un expert externe aussi pour les communications, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on est trop près de l'arbre, on n'a pas la vue de la forêt. Alors, je trouvais ça sage qu'on ait une firme externe. Et M. Jason m'a accompagné tout le long des communications. Il faisait des commentaires sur mes entrevues que j'ai données pour corriger le tir, non pas sur les propos, mais sur la manière. Il trouvait que j'avais une image sympathique et empathique, donc ça passait bien dans les médias. C'est ce qu'il me disait. Est-ce que vous savez combien la société a dû débourser pour justement en lien avec l'embauche de cette firme? Je me souviens plus du montant, mais c'était pas un montant, tout est relatif, monsieur le commissaire, là, mais c'était pas un montant là, qui était inacceptable. Je ne peux pas vous dire du montant, ça fait trop longtemps que c'est. Est-ce que ce serait possible, monsieur le commissaire, parce que j'ai pas été en mesure de retrouver une facture ou les documents en lien avec l'embauche et les frais, je pense que pour les travaux de la commission, ça peut être pertinent. Alors, je peux demander à mes collègues. Tu sais qu'il a continué d'être là, de demeurer là après que je sois parti. On va faire un engagement. Oui, c'était possible de prendre mon engagement de nous transmettre les documents en lien avec l'embauche de cette firme. Merci. Pardon, c'est en lien avec l'embauche de... De la firme TAC. Contrat TAC. TAC, oui. TAC. Donc, le contrat et les factures. Le contrat et les factures. C'est l'engagement. Et je précise aussi qu'il a continué après que je sois parti, alors ça se peut que la facture... Contrat et les factures. C'est ça. Ouais. Exact. Oui, c'est un engagement coté. Sous 45 heures. Merci. En lien avec justement le déploiement raté, est-ce que, je présume qu'il y a eu plusieurs heures supplémentaires qui ont dû être engagées par les employés, par les différents employés de la société? Oui. Qui sont reflétés, je pense, davantage aussi suite à mon départ, parce que ça a continué à faire en sorte de remettre plus de personnes dans les points de service puis tout ça. Donc, effectivement, il y a eu du temps supplémentaire, mais auquel moi, je n'ai pas eu connaissance, parce qu'évidemment, je ne suis pas resté assez longtemps après pour vous évaluer le temps supplémentaire qui est évalué. Mais je peux vous dire que dans la gestion de crise, il y en a eu du temps. Le monde était là jusqu'à 10-11 heures tous les jours. Là. J'aimerais qu'on revienne à la fameuse... J'ai une question, moi, en rétrospective. Là, je sais que vous partez. Peut-être que je poserai la question à votre successeur, mais est-ce qu'on a chiffré ça, ce lancement raté-là et tous les impacts? Est-ce qu'on l'a chiffré? Moi, j'avais été PDG, j'aurais peut-être demandé... Convaincu que oui. Et je pense que mon successeur va être en mesure de vous dire ça, parce que ça s'est fait. Comme je vous dis, je suis parti le 4 avril. Donc, cette évaluation-là du mois de mars, c'est sûrement faite au courant du mois d'avril. Parfait. On posera les questions à votre successeur. Oui. Je vais plus en mesure que moi d'y répondre. Parfait. Peut-être qu'on aura un début d'éclairage avec la pièce 45 P303, onglet 2, à la page 231. Alors, on est dans un comité de direction du 29 mars 2023 et j'aimerais qu'on regarde le point 2. On est là déjà, merci. Alors, le président, directeur général, alors c'est vous, mentionne qu'il y a un maintien de la structure des cellules de gestion mises en place depuis le début du mois de mars et réitère l'importance de maintenir la rigueur et la planification. Il mentionne également son intention de poursuivre ses visites dans différents centres de services et auprès de l'équipe du siège social. Madame Lépiné, qui est aux finances, partage les informations suivantes avec les membres. Alors, elle partage les travaux sur les états financiers 2022, mais plus spécifiquement au deuxième point. L'équipe des finances a procédé à l'analyse de l'ensemble des fiches produites dans les dernières semaines afin d'évaluer et ventiler les coûts reliés à la situation exceptionnelle vécue depuis les dernières semaines.
Un tour de roue supplémentaire doit également être réalisé quant au risque financier qui avait été évalué en 2022. Est-ce que je comprends que vous quittez peu de temps la semaine qui suit, là? Oui. Je comprends que est-ce que vous avez vu une analyse? Est-ce qu'il y a une analyse qui a eu le temps d'être effectuée avant que vous quittiez? Ben, je vais me rapprocher du micro. Il y avait le budget, évidemment, de la SAC, puis il y avait le budget, le fonds d'assurance. Alors, le budget de la SAC était déficitaire. Et encore là, de mémoire, je ne pourrais pas vous dire les chiffres, mais c'était perceptible que dans la prochaine année, il était pour avoir un budget déficitaire de façon plus importante. Je voudrais faire peut-être plus, moi, au deuxième point, qui est, on dit qu'on va ventiler les coûts qui est relié à la situation exceptionnelle. Est-ce que vous savez si la ventilation des coûts a été faite avant votre départ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y avait une volonté de ventiler les coûts pour isoler ce que vous recherchez, monsieur le commissaire, et les opérations courantes. Et donc, il doit y avoir des tableaux, des statistiques là, que M. Duchamp pourra vous démontrer qui vont faire plus sur un trimestre ou sur un... Mais assurément que je pense qu'on voulait ventiler. Évidemment, ventiler, c'est pas le bon terme dans mon esprit. On voulait isoler pour avoir un montant. Qu'est-ce que ça coûte, cette aventure-là? Tantôt, vous avez dit, là, il y a des gens qui sont rentrés, vous avez ouvert 7 jours sur 7. Ah oui, c'est manifestement, ça a un impact sur les finances. C'est clair, mais ce que je vous ai dit du même souffle, c'est que je suis parti trop vite là, pour vous donner les montants. Là. Ben, c'est clair. Mais on n'avait pas vraiment le choix, je peux vous dire. Et il y a un amorce à mon questionnement. Oui. Et on peut le prendre en engagement immédiatement, d'avoir cette ventilation des coûts-là, si ça existe à la société, d'avoir cette ventilation des coûts-là. Je pense que ça pourrait être approprié à ce stade-ci. Tout à fait. Suite au déploiement de la L2. Si ça existe. Là. On va faire la vérification. On va vous revenir dans les meilleurs délais. 45-2. Oui. Ça doit exister. Ça va assez vite. Les participants sont très efficaces, je vais vous dire. Les témoins aussi. Alors, ça semble, selon les documents qu'on a, être votre dernier comité de direction avant votre départ. On pourrait peut-être terminer avec le document à la page 232. Donc, les cartes toujours? Le même document qu'on a regardé. À la page 232, le troisième, en fait, on a M. Pigeon, M. Simard et M. Malenfant. Alors, M. Malenfant partage les informations suivantes avec les membres. Les équipes du projet sont mobilisées à régler les anomalies de priorité 1 et 2, et ce avant la fin de la période de stabilisation. Des arrimages supplémentaires sont également effectués avec l'Alliance. Les sites d'Henri Bourassa et d'Hamel ont été identifiés en collaboration avec M. McKenzie, qui est de l'Alliance. M. McKenzie, non, il est le vice-président. Oui, effectivement, je suis désolée. Pour assurer l'assurance qualité des solutions implantées. Un état de situation complet sur la sécurité de l'information sera déposé au cours des prochains jours. Donc, ça, c'est la situation. Je comprends qu'au 29 mars, là, on est encore dans la résolution technique de problématiques. Là. Ah oui, ça s'est poursuivi par la suite. Là. Parfait. Alors, on arrive maintenant à votre départ. En fait, votre mandat prend fin abruptement en avril. Pouvez-vous nous expliquer les circonstances? Comment ça se passe? Bien, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce départ-là. J'ai été appelé par M. Ouellet, sollicitant une rencontre avec moi. Est-ce que vous vous rappelez de la date? Le 4 avril, je pense. Ça s'est fait la même journée. Là. Dans ces choses-là, on ne traîne pas là, dans les corridors quand on est démissionné. J'avais toujours dit à M. Ouellet que si jamais ça arrivait là, que je voulais le savoir le premier et de ne pas traîner. Je ne suis pas le genre à étirer. J'avais dit que dans les circonstances, il me devait bien ça, d'être franc, parce que moi, j'ai accepté d'aller là, alors qu'il savait très bien que je n'avais pas le choix d'y aller.
Alors, je pense qu'il était correct, honnêtement. Je dois reconnaître que M. Ouellette a été, même si c'est pas une annonce facile à faire à un employé, là, mais je pense qu'il a dit, écoute, on est rendu là, on n'a pas le choix. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et quand j'ai été réengagé par le même Conseil des ministres à l'Office, quand j'ai été appelé, ils m'ont dit, Denis, on le savait de toute façon que tu n'étais pas responsable de tout ça. J'ai dit, c'est le fun. J'aurais peut-être pu me dire ça avant. Sauf que, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un haut fonctionnaire de l'État avec une longue carrière. Vous savez que vous êtes imputable. Oui. Sur papier, peu importe. J'assume ça. Voilà, peu importe que ce soit la faute de qui, Non, j'assume ça. vous devez l'assumer. Oui, j'assume ça. J'assume ça. Parce que le corollaire d'avoir un si haut poste prestigieux, bien rémunéré, excellent fonds de pension, c'est-à-dire que vous êtes toujours sur un siège éjectable Tout à fait. pour les malheurs de votre entreprise. Je suis entièrement d'accord avec vous, puis je me dissocie pas de mon imputabilité. Ça n'empêche pas pour moi de vous exprimer que je trouve ça Non, le côté humain, là, je l'écoute, là, bien évidemment. Mais le côté froid, Je comprends. On est siège électable de Conseil des ministres à tous les mercredis. tout à fait. Je sais. Le côté humain, je vais vous écouter, par contre. Je vous le dis, là. Mais ça ne résout rien, ça ne règle pas les problèmes. Mais au-delà des postes prestigieux que j'ai pu occuper, que plein d'autres occupent aussi, je ne suis pas l'exception, là. On oublie souvent les effets que ça peut donner, ces situations-là. Puis, je ne veux pas faire pitié, là. Je veux juste faire état que ça a été difficile. Puis aujourd'hui, depuis 3 jours, c'est difficile aussi, là. Difficile pour moi. Puis si ne serait-ce que juste pour moi, ben, quand j'assume. Mais pour la famille aussi. C'est pas évident. Mes amis, tous ceux qui me connaissent dans la fonction publique m'envoient des textos parce qu'ils savent très bien que pour avoir travaillé un peu à travers le gouvernement, ils me connaissent, ils savent comment qui je suis. Alors, mais ça n'excuse pas et je réitère que d'ailleurs, je n'ai jamais donné d'entrevue de quoi que ce soit depuis que je suis parti le 4 avril à quiconque. J'ai eu beaucoup de sollicitations. M. Marcellet, si vous voulez laver votre réputation, on sait que, voulez-vous donner une entrevue? J'ai toujours refusé. J'ai toujours dit, je donnerai ma version des faits lorsque j'aurai la raison de le faire officiellement, mais pas devant les journalistes. Alors, j'assume, mais il reste que quand je vais retourner chez moi cet après-midi, bien, c'est ça. Est-ce que dans toute cette aventure-là, M. Marcellet, vous avez souvent dit dans le cours de votre témoignage que c'est difficile pour vous de vous replacer au moment où vous prenez vos décisions parce qu'aujourd'hui, bon, c'est autre chose. Justement, aujourd'hui, avec ce que vous constatez quand on fait la revue de votre passage à la SAC, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a donné toutes les informations de l'interne pour pouvoir prendre les décisions nécessaires, pour pouvoir remplir votre mandat adéquatement? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Heureusement, malheureusement, Maître Tremblay, vous n'êtes pas la première à m'avoir posé ces questions-là. La vérificatrice générale m'a posé la question, la MP m'a posé la question, tout le monde me pose la question. C'est clair qu'aujourd'hui, la confiance que nous avions, je dis nous, ça m'inclut, le conseil d'administration, les VP qui sont là, a été solidement ébranlé aujourd'hui. Je suis toujours un peu prudent juridiquement. C'est qu'on entend plein de choses depuis 2 ans. On a entendu plein de témoignages. Je ne veux pas faire référence aux témoignages, mais quand même, les médias, on lit plein d'articles de médias qui disent que ça demeure au stade où on en est aujourd'hui, que ça demeure des allégations.
qui converge, qui peut mettre en doute tout le monde. Mais Il y a des allégations, mais là, depuis, je m'excuse, depuis le 24 avril, il y a de la preuve là, oui, que j'aurai à soupeser. oui. Mais je vous ai répondu là, au début de mon témoignage que j'ai de plus en plus de certitude qu'on ne m'a pas tout dit. Puis je vous répète, je vous ai dit tantôt que peut-être que la confiance que nous avons tous témoignée, comme je l'ai dit, ça m'a toujours servi parce que j'ai toujours eu du monde avec moi, des gens qui m'ont souvent meilleur que moi dans des domaines précis. Mais C'est- je m'excuse de vous interrompre, là. On vous a pas tout dit, j'en suis. Puis pas juste à vous, là, de moi, ce que j'entends des témoignages. Ah ouais. Mais n'avez-vous pas été, puis je pèse mes mots, là, imprudent? Pas avoir à chercher plus de réponses. Et je vous dis, j'étais encore accroché, moi, hier, là. Quand vous voyez que vos VP, vous en ont passé une vite, et qu'ensuite de ça, ils continuent à vous en passer des vites. Imprudent, je ne le sais pas. Mais assurément, Je suis pas meilleur qu'un autre, mais on m'aurait fait ça une fois. Moi, Ouais. j'aurais lu tous les phrases, tous les mots, tous les points, virgules. là. mais je vois ça aujourd'hui, là, je constate ça aujourd'hui. C'est clair que je ne suis pas content. Puis je vous l'ai dit hier, là, je ne suis pas content. C'est des documents, M. Marcellet, puis on les a vus, que vous aviez entre les mains. Je le sais. Je les avais pas appris hier, là, Je les le avais sais. vus. Mais le poste que j'occupais, ça va vite. C'était vers le sang. Puis je ne trouve pas des excuses, là. Est-ce que si c'était à refaire, je ferais les choses autrement? Assurément. Assurément. Je ne me cherche pas des excuses. J'aurais dû être peut-être plus vigilant. Mais, vous allez m'excuser à ma décharge, l'environnement de tout le monde. Et, tu sais, il y avait des gens qui étaient là depuis longtemps. Mais encore là, c'était ma responsabilité d'aller peut-être un petit peu plus loin. Puis je ne l'ai pas fait. Parce qu'au final, quand je regarde ça, là, puis je regarde l'équipe qui reste en place et tout ça, c'est vous qui avez payé. Là. C'est bien clair. C'est bien clair. Tout seul qui avez payé. Oui, je paye encore. C'est en preuve, ça. Je paye encore. Puis, même si on assume qu'on n'a peut-être pas été assez vigilant, il reste que j'ai payé cher. Puis je paye cher. En fin de carrière, je paye cher. D'autres questions, mec? Quand vous dites on m'a pas tout dit, on nous disait pas tout, à quoi vous faites référence, à qui vous faites référence qu'on vous disait pas tout? Quand les représentants de la vérificatrice générale m'ont posé la question au mois de février, il y a 1 an et demi, 2 ans, je leur ai dit à l'époque, parce que c'était au tout début, j'ai dit, écoutez, je ne peux pas vous dire ce qu'ils ne m'ont pas dit ou ce qu'ils ne m'ont pas dit. Ils ne me l'ont pas dit. Fait que je ne peux pas vous dire exactement ce qui est... Parce que c'était au début, là. Là, aujourd'hui, ben... C'est sûr que les tenants aboutissants puis l'heure exacte du projet, j'ai vraiment pas l'impression que j'ai eu toute l'information au bon moment. De la part de qui? De la part des ça me... C'est vraiment pas mon genre de parler contre des personnes. Mais je suis obligé d'aller Dans la au commission constat. d'enquête, voulez-vous qu'il réponde? Pardon? Dans la commission d'enquête, là, ouais, alors répondez à la question. Ouais. Hors de qui? Parle de calme, mon enfant. Je ne veux pas revenir également, là, mais vous l'avez dit dans votre témoignage, puis M. Pelletier le dit également dans le sien. Là. Qu'est-ce que vous faisiez avec l'information que M. Pelletier vous montait? Là? Bien, l'information que M. Pelletier nous montait, le présentait au comité conjoint. Alors, le comité conjoint, puis je n'étais pas là, alors c'était à huis clos, et j'ai jamais refusé d'écouter ou d'entendre M. Pelletier et tous les autres auditeurs. Jamais de rencontre statutaire avec M. Pelletier avant d'aller au comité conjoint. En tout cas, Ça il arrivait le faisait avec- avec Mme Tremblay de façon religieuse. là. Oui. Il ne faisait pas avec vous? Non, quelques occasions. Parce qu'il donnait sa reddition de compte, il la donnait haut, puis moi, je voulais absolument pas
faire en sorte que de dire à M. Pelletier, mais ça, écris pas ça comme ça, parce que je le laissais carte blanche de dire ce qu'il a dit au comité. Je voulais pas interférer dans son rapport. Parce que je trouvais que l'indépendance jouait avec l'auditeur à ce moment-là. C'était ma façon de faire. Puis je pense qu'il respectait ça. Je ne dis pas ce qui se passait avant, je n'étais pas là. Mais moi, je ne voulais pas commencer à opiner sur son rapport. C'était son rapport. Présente-le au comité qui était responsable de présenter le rapport. Quand il faisait des huis clos, j'imagine vous n'étiez pas là. Mais non. Il faisait directement au membre du CA. Oui. C'est ce que je dis, j'aurais aimé ça être là. Mais finalement, c'est peut-être mieux que je ne sois pas là. Parce que ça l'aurait peut-être mis mal à l'aise si j'avais été là. C'est pour ça, les huis clos. Ça complète mes questions de mon côté. Je vous remercie beaucoup. Nous allons prendre une pause bien méritée pour vous, là. Je pense à vous, là, de 20 minutes. Puis ensuite de ça, je comprends qu'il va y avoir des questions des participants. Exact? Est-ce que vous me permettez, M. le commissaire, avant de faire la pause, juste une minute? J'aurais quand même une ou deux recommandations. Je le fais toujours après. Moi, je scinde toujours ça. Une fois que votre preuve factuelle est finie, ça inclut le contre-interrogatoire. Je vous laisse votre temps de parole, bien évidemment. Je vous remercie. Vous le prendrez là, autant que vous voulez. Alors, ça va être un 20 minutes de pause pour tout le monde. Puis ensuite de ça, on ira avec les questions en contre-interrogatoire. Veuillez vous lever. 20 minutes de pause. Il n'y a pas de café ici.